Salut Sophie! Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Il est très spécial parce que c'est la 100e! Oui. Comment ça va Sophie? Eh ben, faut célébrer, c'est chouette. Exactement. Et pour célébrer ça, eh bien nous avons un invité de marque, Cécile Breton, bonjour! Bonjour, bonjour à vous deux. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis tranquillement, je vous écoute de mon bureau, donc à Bastia. Et on a, comme toujours, un très beau temps. Vous avez bien de la chance parce que nous en France, il fait c'est brouillard, voilà. Sophie, je ne sais pas toi, parce que toi t'es. Ah non, nous, c'est l'été, alors tu sais. Voilà. Ça va. Ah oui, évidemment. Cécile Breton, un très très grand merci d'avoir accepté cette présence pour la 100e du Courrier de la Sterne. C'est un véritable honneur, c'est un véritable privilège. Et pour comprendre pourquoi, eh ben, je te laisse te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices. Ah, ça, c'est un défi, là, pour savoir pourquoi c'est un honneur de me présenter. Bah, écoutez, non, moi, je suis quoi? Je suis rédactrice en chef d'une revue que j'ai créée il y a maintenant, en 2005. Donc, ça va bientôt faire 2005, je fais un rapide calcul. 2005, pardon, je dis n'importe quoi, c'est 2011. J'en ai créé. 2011 2011, oui, j'en ai créé une avant en 2005. En fait, j'ai commencé, je suis en Corse, je ne suis pas corse, mais je suis en Corse parce que j'avais commencé à faire une première revue sur la Corse en 2005, donc, et qui était un peu sur le modèle d'Espèce, mais qui était consacrée en fait seulement à l'île, mais vaste sujet, et qui traitait aussi des sciences historiques et naturelles. Donc, parce que moi j'ai un parcours scientifique, entre guillemets, j'ose même pas le dire, mais d'archéologue. Donc, moi, j'étais plutôt dans les sciences humaines. Et voilà, mais j'avais toujours eu un intérêt voilà, sur les sciences naturelles d'une manière générale. On faisait aussi de l'archéozoologie, hein, donc il y a des ponts entre l'archéologie et toutes les autres disciplines. Voilà, et donc au bout d'un moment, bon, voilà, la première revue, elle a vécu une bonne dizaine d'années, et puis j'avais envie depuis longtemps de faire quelque chose sur les sciences naturelles, parce que je trouve que c'est des sujets, surtout à l'époque, en 2011, bon, maintenant c'est un peu moins le cas, justement parce qu'il y a plein de jeunes comme vous qui ont pris la relève de la vulgarisation scientifique, mais quand j'ai commencé au tout début, il y avait assez peu de diffusion sur ces sujets-là, alors qu'on était déjà, déjà largement dans les questions environnementales, les questions de réchauffement climatique, etc. Moi, j'avais voulu vraiment faire une revue qui n'était pas une revue militante, mais parce que ça, elles existaient déjà, mais surtout une revue où on retournait aux fondamentaux, où on donnait aux gens en fait l'information scientifique. On essayait de faire un pont un peu entre les chercheurs et le grand public. En tout cas, un grand public averti, parce qu'effectivement, Espèce, c'est une revue grand public, mais elle est quand même surtout lue par des gens qui sont déjà un peu sensibilisés à ces questions, quoi. Et oui. Voilà. Donc, ça dure. On arrive au numéro. Vous êtes à la 100e. Moi, je ne suis qu'au numéro 55. Mais vous êtes déjà trimestriel. Vous êtes trimestriel et vous existez depuis du coup 14 ans, c'est ça? Ah ouais. Ça fait... ouais. Donc, nous, ça fait 3 à peine. Donc on a encore du chemin. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est Sophie qui disait on essaiera de faire encore 26 années d'émission. C'était pas quand on a parlé de l'albatros de Laysan Wisdom, je sais pas si tu te rappelles. Oui, évidemment. Mais il faut continuer, Attention, il faut persévérer. Ça peut arriver, hein. On espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. On remercie bien sûr, même s'il n'est pas présent, Victor Oyo qui est mon tout premier comparse du Courrier de la Sterne. Vous avez eu l'occasion de l'écouter pour les 16 premiers épisodes. Il était revenu lors de la 50e qu'on avait fait, Sophie, avec toi. Donc voilà, sans lui, cette émission n'existerait pas. Toujours un grand plaisir de réévoquer Victor, et j'espère qu'il reviendra aussi dans l'émission pour peut-être célébrer la 150e, la 200e. On ne sait pas où l'avenir nous mènera.
En tout cas, on va démarrer cette émission qui va être, comme vous l'avez sans doute compris, un petit peu plus longue que prévu, mais finalement assez habituelle parce que on va commencer par la rétro Piu Piu. Sophie, est-ce que tu as des petites news à Mais oui, nous, mais à tout nous à fait. communiquer sur Et les comme oiseaux? ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré d'épisode, j'en ai quelques-unes. Alors en l'occurrence, une bonne nouvelle pour commencer, parce que ça fait toujours plaisir. Un nouveau parc national a ouvert en Indonésie pour protéger la forêt qui s'étend sur une bonne partie quand même du territoire, et notamment pour protéger pas mal d'espèces d'oiseaux endémiques qui, on l'espère, vont pouvoir aller un petit peu mieux grâce à ça. Donc ça, c'était la bonne nouvelle du moment. Et ça rejoint une partie de ce qu'on avait dit lorsqu'on avait parlé du pitoi variable, Oui. où justement cet oiseau était, on va dire, menacé. Enfin, en tout cas, on ne savait pas s'il était menacé, mais en tout cas, le trafic d'animaux en Indonésie, en tout cas la vente d'animaux en Indonésie, provoquait justement ces disparitions d'animaux. Et l'une des raisons de pourquoi il y avait aussi ces oiseaux qui étaient conservés, hein, l'un des grands arguments des défenseurs de ces marchés, c'était justement de dire que l'environnement dans lequel ces oiseaux était fortement dégradé. Donc c'est une très très bonne nouvelle effectivement C'est une pour excellente nouvelle. l'Indonésie. Exactement. Absolument. Et ça va permettre de protéger du coup pas mal d'oiseaux différents, mais aussi, comme tu l'as dit, l'environnement de ces oiseaux-là pour permettre à d'autres espèces de prospérer. Donc on a de la forêt évidemment, mais aussi des mangroves, des endroits, des zones humides notamment, qui sont particulièrement importants pour la biodiversité, parce qu'on sait que ce sont des zones avec énormément d'espèces. Les zones humides, c'est toujours des endroits avec un taux de biodiversité extrêmement important, donc c'est des choses à protéger. Absolument. Cécile, est-ce que tu as quelques petites news que tu voudrais nous communiquer qui mériteraient pas forcément qu'on s'attarde de beaucoup, mais qui pourraient être intéressantes à évoquer? Sur les oiseaux, j'avais vu passer, puisque bon, comme vous allez découvrir, c'est mon deuxième passion, c'est le vol. Et j'ai vu une petite news qui est sortie c'est un article qui est sorti dans Current Biology, je crois, il n'y a pas longtemps, sur ces oiseaux qui rentrent dans les ouragans, mais volontairement. Ah oui, Oui, on en avait vous en avez parlé parlé, il me effectivement semble dans qu'on en avait l'émission. parlé, oui. Ouais. Très Ouais. très bon petit article, très sympa. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'on jusqu'ici, on pensait qu'effectivement, ils les subissaient. Bon, déjà qu'ils arrivent à survivre dedans, c'était quand même assez extraordinaire. Et qu'ils y aillent volontairement pour se nourrir, c'était assez impressionnant. Voilà, c'était je pense une des découvertes de l'année 2024 qui nous a le plus plu, je pense, dans l'émission avec Sophie. Oui. Bon, après, les vautours se font des copains, c'était quand même ça. Voilà, c'est le must. On ne pourra pas faire mieux. Il faudrait faire une tier list de meilleurs articles par an, faire une petite review de l'année pour voir un petit peu ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé et les points à garder de l'année passée. Ce serait effectivement un sujet effectivement à voir peut-être plus tard. Moi je vais parler d'une petite découverte que j'ai fait. Est-ce que tu connais le whiffling, Sophie? Non. Eh ben en fait le whiffling c'est une technique de vol qui permet de perdre de l'altitude très rapidement, et lorsqu'on le prend en photo ça fait comme si en fait l'oiseau était, on va dire, bizarre, puisque en fait sa tête est retournée à 180 degrés par rapport à son corps. Ah, c'est quand ils font ces demi-retournements là? Oui, voilà, exactement. D'accord. Et je savais pas que ça avait un nom. Eh ben ça s'appelle le whiffling. D'accord, Un truc très que bien. je ne connaissais pas. Et quand vous voyez des photos de ce comportement, c'est particulièrement angoissant la tête à déjà. Et c'est particulièrement surprenant. Oui, c'est top. Et je savais pas qu'il y avait un nom. Alors tu l'écris comment? Alors ça s'écrit W-H-I-2-F-L-I-N-G. D'accord. Voilà. Le whiffling. C'est intéressant, ok. Incroyable. Hein. Ah oui, non, mais on en apprend tous les jours. D'autres petites informations, Sophie? Un très bon article qui a été publié par le Cornell Lab of Ornithology sur les problèmes de grippe aviaire, dont vous avez certainement entendu parler parce qu'on en a parlé l'année dernière, et qui expliquait aux gens comment bien s'occuper des oiseaux dans leur jardin, et notamment
des mangeoires qu'ils posent dans leur jardin, comment bien désinfecter tout ça et comment se prémunir contre la grippe aviaire qui malheureusement fait encore rage aux 4 coins du monde, spécialement en ce moment, il y a pas mal de problèmes avec ça. Donc voilà, c'est une news intéressante, on vous mettra les liens dans la description si vous voulez aller voir. Malheureusement l'article est en anglais pour ceux qui ne sont pas anglophones, mais si vous avez un petit peu d'anglais, c'est très bien écrit et ça vous donne des bonnes astuces sur comment gérer un petit peu mieux vos mangeoires dans votre jardin pour éviter les problèmes de transmission de maladies. On poursuit, je vous emmène en Chine, à la rencontre du moineau friquet avec une étude qui a été réalisée donc en Chine sur plusieurs sites touristiques. Et la conclusion de l'étude qui a été réalisée, c'est que les oiseaux qui sont habitués à rencontrer beaucoup de touristes volent beaucoup moins loin lorsqu'ils ont besoin de fuir que d'autres oiseaux qui ne sont pas dans des zones touristiques. C'est pas spécialement une surprise, mais apparemment, ce serait la première fois que ce genre de comportement est rapporté dans la littérature. D'après cette étude, en date du je ne sais plus, mais en tout cas, c'est une étude de Shuang Yang qu'on vous laissera dans la description, bien évidemment. D'accord, jusque-là ça va, je pense que ça se tient, ce comportement. Oui, mais je suis d'accord, mais moi ça m'a surpris de savoir que c'était la toute première fois qu'apparemment ce genre de comportement avait été relaté dans la littérature. Ce sera à retrouver dans le volume 225 de Behavioral Processes qui sortira en février prochain. Normalement on sera en février lorsqu'on enregistrera, mais bon, vous connaissez la magie du courrier de la Sterne, tout ça. Le décalage. Moi de mon côté, j'avais une autre petite news, mais alors qui est assez sympa. Est-ce que vous connaissez les pigargues à tête blanche ? Bah oui. Et ben en fait, il y a un mystérieux pigargue à tête blanche qui a élu domicile en baie du Mont-Saint-Michel depuis quelques mois. D'accord. Et du coup, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, pour une fois qu'il y en a un par là. Incroyable. Voilà. Donc il se balade par là. Alors vous n'êtes pas sûr de le voir tout le temps non plus. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est quand même assez grand, hein, voilà. Mais à tout hasard, si vous voyez un grand oiseau avec une tête blanche, passez un pigargue à tête blanche et il se balade ici. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère ? C'est une bonne question. Merci d'avoir posé, je n'en sais rien. On va lui demander. Et voilà. Bah tiens, je vais parler d'un autre oiseau justement qui est de retour, mais cette fois-ci qui est de retour, on va dire, dans son habitat d'origine. C'est une émission que vous pourrez retrouver sur France Bleu Vaucluse, qui parlait de la grande aigrette, voilà, grande aigrette qui avait disparu dans le Vaucluse, notamment prisée pour ses plumes, lors de ces grandes plumes blanches. On a conservé, ou plutôt on a fait en sorte de redonner au lieu leurs différentes intégrités. Et cet oiseau est revenu de par lui-même, sans que de programme de conservation n'ait été réalisé. Ah oui, comme donc ça. La moralité de cette histoire, c'est laisser les oiseaux en paix, puisque juste le changement, ou plutôt la préservation, je cherchais le mot, de son habitat, a suffi justement à l'espèce pour rétablir sa population qui est située dans le Vaucluse. C'est une très bonne nouvelle, merci. Oui. Ce sera ma dernière news d'ailleurs. Cécile, peut-être as-tu une dernière information Non. non, j'ai pas, y a rien qui vient à l'esprit là, comme ça au premier abord. Mais je vous écoute attentivement. C'est gentil. Je vais marcher pour le prochain numéro. Ah bah, avec grand plaisir. Sophie, du coup, une dernière information, peut-être d'autres ? Alors, juste une petite news en passant, j'avais hésité à prendre ça comme article principal pour ce soir, mais je me suis dit que finalement c'était plus ou moins connu en règle générale et on s'en doutait un petit peu. Une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui explique que avec la sortie du Covid, les gens sont beaucoup plus retournés dans les parcs, dans les zones naturelles pour essayer d'avoir ce contact avec la nature. Et en fait, ils ont fait quelques études sur le sujet et on a beaucoup plus de gens qui se baladent maintenant dans la nature qu'on en avait avant le Covid. Alors c'est intéressant, il y a 20% de personnes en plus qui se baladent
Voilà. Oh. Sauf que ces 20%, le problème, c'est que ça va demander plus de routes de rando, par exemple, ça va demander plus de trails pour les VTT, ça va demander plus d'endroits où se balader en extérieur, justement. Et en fait, cette création de chemins de rando ou d'autres pistes cyclables ou autres, et ben en fait, ça va déranger pas mal les écosystèmes, et notamment les oiseaux, qui vont commencer à fuir ces zones-là, alors qu'avant, ils y étaient un peu plus nombreux. Donc on a quelques soucis à cause de ça. Et on est en train d'essayer, notamment aux US, de mitiger les problèmes entre l'humain et la nature, en quelque sorte, en essayant d'expliquer d'un côté aux randonneurs que c'est bien de randonner, mais il va falloir quand même un petit peu penser à l'écosystème et pas aller n'importe où, et en essayant de réserver vraiment des zones sans contact humain du tout, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des espèces qui en avaient besoin. D'autant que les réserves naturelles aux États-Unis, puisque c'est donc du coup aux États-Unis, sont quand même des lieux généralement où on va dire les allées sont très très bien entretenues, on peut s'y déplacer très facilement. Donc c'est d'autant plus surprenant selon moi ce genre d'études. C'est pas surprenant parce qu'en fait c'est des nouvelles allées qui ont été construites après le Covid pour justement faire face à cette affluence de personnes qui veulent se balader. Donc il y a plein d'autres coins qui ont été ouverts qui ne l'étaient pas précédemment, et c'est cette source de problème qui du coup a changé un petit peu l'écosystème autour de ces zones qui précédemment n'étaient pas ouvertes. On referme cette rétro piou-piou pour se plonger, et bien cette fois-ci dans nos sujets principaux. Et c'est une spéciale rapace, on n'a pas fait exprès, rassurez-vous. On va commencer par Cécile, qui tenait à nous parler du faucon cresserelle. Pourquoi Cécile, ce choix ? Simplement parce que j'ai un de nos auteurs réguliers qui fait une chronique sur qu'on a appelé la biodiversité ordinaire, mais c'est pas du tout péjoratif, a parlé nous a fait une rubrique sur le faucon cresserelle assez récemment, et notamment surtout sur ses caractéristiques de vol et de sa technique de chasse dans Saint-Esprit, que vous devez connaître très bien. Et donc ça m'a interpellée un peu parce que moi je pratique l'avion, donc je suis pilote, et ça m'a intéressée parce que effectivement il y a tout ce qu'on apprend en fait en pilotage, c'est la mécanique du vol auquel sont soumis les oiseaux comme les avions, et cette technique de vol en Saint-Esprit, elle est assez extraordinaire parce qu'en fait, on se rend compte que l'oiseau se déplace vous savez que le principe, c'est que le vol, on se déplace tous dans une masse d'air qui se déplace elle-même. Et manifestement, le faucon cresserelle, il utilise donc le vent et cette masse d'air qui va en face de lui pour se sustenter, en fait, pour rester en vol. Et j'ai un peu cherché, en fait, j'avais du mal à voir ou à trouver des études qui expliquent parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur le net de ces vols mais on le voit souvent de temps en temps battre des ailes de façon assez énergique, et quelquefois non, ou assez peu, quoi. C'est-à-dire qu'il a l'air de planer sans battre véritablement des ailes, juste simplement pour donner une petite impulsion. Et donc, il y a eu une longue discussion avec l'auteur de cet article, parce que je n'arrivais pas bien à comprendre, moi, avec mes connaissances en fait, de base d'aérodynamique, comment ça pouvait se produire. Et on a eu une discussion aussi sur un article qu'il n'avait peut-être pas très bien interprété, où le faucon cresserelle d'ailleurs peut se servir aussi, il y a plein de choses différentes, il peut se servir aussi des ascendants, pas forcément des thermiques, mais il avait sorti aussi une étude sur une observation aux Pays-Bas où les oiseaux se servaient en fait ce qu'on appelle qui faisait du vol de pente, c'est-à-dire qu'ils se servaient en fait des ascendants qui étaient le long d'un barrage, je crois. Ok. Donc voilà, manifestement, puis bon, depuis toujours, ça m'intéresse toujours de les voir voler parce que que ce soit le faucon, on en a à l'aérodrome, des faucons souvent qui sont sur le bord de la piste et qui attendent qu'on écrase ou qui attendent les mulots ou les... Non, pas qu'on les écrase parce que bon, on a de roues moins efficaces que les voitures.
Et donc, on les voit souvent et c'est assez impressionnant. Oui, donc, l'observation des oiseaux, là, comme je vous l'ai dit, on est à Bastien, elle est permanente puisqu'on a donc on a évidemment des faucons, mais on a aussi surtout beaucoup de goélands qui ont un plané assez incroyable. Donc, on regarde ça en tant que pilote, c'est assez frustrant parce que nous, on vole avec des moyens vraiment sur les mêmes principes, mais avec des moyens qui sont très lourds et qui sont polluants. Hein. Et donc, mais bon, ce qui est rigolo, c'est qu'on est tous soumis aux mêmes contraintes physiques, sauf que les oiseaux les maîtrisent avec une aisance incroyable. Quoi. Donc effectivement, ce vol en Saint-Esprit, c'est vraiment ce qu'on a en avion quand on est face à un vent très fort et qui fait que voilà, si on avance à 120 km/h et que le vent est à 120 km/h, généralement on ne sort pas hein, quand le vent est à 120 km/h. Ouais. C'est pour l'exemple. Effectivement, par rapport au sol, on reste fixe. Donc c'est un peu, je pense que c'est bon, d'après ce que j'ai lu ensuite, effectivement, c'est un peu ce qu'il fait, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive à adapter, parce que le vent est jamais complètement régulier. Enfin, je pense qu'il fait ça quand le vent c'est-à-dire sans turbulence, c'est-à-dire quand il est laminaire, il est capable de planer. Mais il doit descendre quand même un petit peu et se redonner une impulsion en fait pour remonter à la parce qu'on peut planer mais on est toujours forcé de descendre hein, que ce soit eux nous il y a toujours un moment si on met pas d'énergie pour avancer il y a forcément un moment donc ce qu'on avait dans l'article effectivement c'est que c'est expliqué l'auteur c'était que ils avaient tendance à faire des piquets de temps en temps pour remonter. Mais je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est simplement qu'il y a un moment, ils doivent se retrouver à une altitude trop basse par rapport à ce qu'ils ont choisi. Petit à petit, ils doivent descendre et ils doivent redonner une impulsion, en fait, sans doute pour se retrouver un peu plus haut. Ouais. Et voilà, donc, enfin, bon, c'est conditions qui sont pas très scientifiques, enfin, bon, mais qui sont une espèce de truc d'expérience entre l'observation du vol et ce que je connais moi dans un avion qui est équivalent finalement. Voilà. Donc je sais pas, je peux continuer à voilà, je peux continuer à vous en parler, mais je sais pas si dans d'autres émissions vous avez déjà si, on peut continuer à en parler. Je pense que Sophie, nous on n'a jamais évoqué le faucon cresserelle personnellement. Ouais. En tout cas, moi ça me dit rien. Non, mais je reconnais. Je reconnais beaucoup cette façon de décrire justement le vol du cresserelle parce que souvent quand on décrit le vol du Saint-Esprit, beaucoup de gens s'imaginent, et moi je l'entends aussi, qu'on a un faucon qui vole puis qui d'un coup pique sur sa proie et c'est terminé, soit il arrive à attraper sa proie, soit c'est raté, il faut recommencer. Mais moi je vois beaucoup entre guillemets de vol de correction, c'est-à-dire que l'oiseau va commencer à voler en Saint-Esprit, puis effectivement il va se rapprocher un petit peu du sol, comme si finalement il essayait d'affiner quelque peu sa trajectoire ou la façon justement qu'il a de vouloir surprendre sa proie et d'être le plus efficace. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est personnellement c'est comme ça que moi personnellement je conçois le vol en Saint-Esprit. Oui, probablement. Ouais, il est constamment en train d'adapter déjà aux variations du vent et en plus effectivement il doit revoir sa position sans doute comme tu le dis de temps en temps quoi. Et après, dans cet article, effectivement, il cite une étude qui explique que ce vol est quand même, ce type de chasse est quand même extrêmement efficace parce que ils pratiquent aussi manifestement la chasse à l'affût en restant perchés quelque part, ou alors en décrivant des espèces d'orbes en fait au-dessus du sol, des planets en fait en cercle. Et donc, il cite une étude effectivement qui disait que 76% des proies sont attrapées grâce au vol en Saint-Esprit. Donc c'est vraiment efficace, quoi. C'est-à-dire qu'ils attendent, et je crois qu'ils arrivent aussi à repérer, ils ont une perception des UV qui leur permet de repérer les traces d'urine des petits rongeurs qui chassent.
Enfin bon, c'est vraiment. Ce qui est extraordinaire, c'est que ils sont confrontés, même c'est vraiment de l'économie d'énergie au maximum. C'est-à-dire qu'ils se servent du vent comme beaucoup d'oiseaux, pour, pour voler, pour surtout éviter d'avoir à faire des efforts considérables. Et surtout, ils négocient tout le temps avec lui, quoi. C'est ce qu'on est obligé de faire dans un avion, quoi. C'est-à-dire que voilà, si jamais il a une rafale, il est comme nous, s'il a une rafale qui passe vers l'arrière, c'est-à-dire que si le vent change de direction, ce qu'on appelle le cisaillement chez nous. Ouais. Et effectivement, il peut se retrouver avec une vitesse trop faible. Enfin, lui, il tombera pas. Nous, oui, mais lui, il sera adapté. Normalement, oui, il gère. Ce qu'on appelle en général, c'est souvent ces phénomènes qu'on ressent en avion qu'on appelle des trous d'air, qui ne sont pas des trous, Ouais. mais qui sont des variations de la vitesse de la masse dans laquelle on se déplace et qui provoquent donc une espèce de, enfin, qui provoquent une baisse brutale de l'altitude, qui sont assez impressionnantes, mais pas très dangereuses en général, sauf à l'atterrissage. Oui. Enfin, ça fait une dépression en dessous de l'avion. Ouais, non, alors c'est pas vraiment techniquement une dépression. En fait, c'est simplement que c'est comme si, c'est difficile d'avoir un comparatif, mais c'est-à-dire que tout d'un coup vous perdez. Enfin, pour voler, en fait, c'est la vitesse, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que plus on va vite, et moins on risque de tomber. Oui. Et c'est pas du tout, c'est contraire en voiture, quoi. Donc, si la masse d'air dans laquelle vous volez, elle change de direction, tout d'un coup, la vitesse chute, et si la vitesse chute, vous tombez, enfin, jusqu'à un certain point. Donc, une turbulence peut provoquer cette espèce d'effet qui va faire que l'avion de ligne, il va s'enfoncer dans l'air, mais c'est pas la pression elle-même de l'air n'a pas changé, quoi. D'accord. C'est simplement le mouvement de la masse d'air, quoi. Ou au contraire, même rapprocher de la piste. Je crois que c'est le cas des rafales microburst, si je dis pas de bêtises. Alors je sais pas quel est le terme que vous utilisez vous en aviation, mais en gros c'est une rafale qui est très violente et qui justement peut, entre guillemets, pousser l'avion vers le sol, puisque c'est une très très violente rafale qui est descendante. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui doit entrer en ligne de compte. Oui, c'est-à-dire que ça bouge dans tous les sens, c'est pas forcément dans l'axe de l'avion, effectivement. Et oui, il y a des phénomènes un peu hyper dangereux là, qui sont pas très fréquents, mais effectivement qui peuvent plaquer un avion au sol, quoi. L'atterrissage, évidemment, c'est plus embêtant parce qu'on est près du sol. Mais bon, le truc le plus... Quand on voit les avions, on va galérer à atterrir en général. C'est parce qu'il y a des vents forts de travers, mais c'est surtout ce qu'on appelle le cisaillement, c'est-à-dire des effets de changement de direction du vent brutaux, quoi. Et ça, c'est extrêmement dangereux, oui, parce qu'on est dépendant de l'air. Voilà. Dans l'idéal, il faut que l'écoulement de l'air soit autour de l'avion comme de l'oiseau, il soit laminaire. C'est-à-dire que ça, je pense que de toute façon, un cresserelle, comme un avion, ne peut pas faire ce vol s'il y a des turbulences, quoi. Ce sera beaucoup moins efficace. Il va galérer, quoi. Ce serait super intéressant parce qu'on parlait de 76% du coup de chasse au Saint-Esprit. Savoir un petit peu quels sont les 24% autres et savoir si effectivement elles correspondent à des conditions climatiques qui peuvent être plus difficiles pour l'oiseau. Oui, comparer entre les trois techniques de chasse qui ont été identifiées, c'est-à-dire soit l'affût posé sur un poteau ou dans un arbre qui lui donne une visibilité qui est moins grande. Et la deuxième, c'était effectivement, ils décrivent des orbes, des grands cercles dans le ciel qui leur permet, je pense que comme beaucoup d'autres rapaces, j'imagine que les aigles, enfin toute la famille des aigles, c'est le même principe, quoi. Ils ont tendance ou les vautours, ils vont avoir tendance pour balayer un espace au sol à tourner, à planer autour en décrivant des cercles. Mais l'avantage du Saint-Esprit, c'est que là, on est vraiment, il reste sur un point fixe, hein. C'est assez étonnant, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres oiseaux qui pratiquent ce vol. Il me semble, mais j'arrive pas à me souvenir de quelles espèces. Par chez nous, on a des petits faucons aussi qui le
fond de temps en temps. Alors, je ne sais pas si c'est autant et aussi souvent que le cresserelle, mais il arrive d'avoir des... Alors, c'est les petites espèces, ça ne va pas être les grosses qui vont pratiquer ce genre de choses, mais il leur arrive de faire pareil et de volter un peu au-dessus de la proie et pour se laisser un peu tomber après derrière, plus ou moins rapidement. Mais ça arrive à d'autres espèces. Non, mais oui, parce qu'en fait, des fois, je pense qu'on parle à tort de vol stationnaire, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que les colibris, etc., eux, font vraiment ce qu'on appelle un vol stationnaire. C'est-à-dire comme un hélicoptère, ils sont capables aussi de voler à reculons, par exemple, ce que peut pas faire un cresserelle. Ils n'ont pas besoin de... Peut-être avec un radar de recul à la rigueur, mais pour l'instant, moi personnellement, j'en ai jamais vu. Est-ce que la queue pourrait servir de radar de recul? La bergeronnette, c'est ça? Oui, exactement. Oui, mais c'est voilà. Donc ça, je pense que le fait de battre des ailes très rapidement et avec ces espèces de variations d'angulation des ailes comme les morosphinx, certains insectes, etc., d'arriver à vraiment à rester au même endroit et à se déplacer avec des espèces de mouvements un peu saccadés. D'ailleurs, quand les colibris butinent, c'est extraordinaire parce qu'ils arrivent à vraiment à aller à un endroit et s'arrêter net. Enfin, voilà, c'est un vol qui est complètement. Donc c'est pas vraiment c'est autre chose que le Saint-Esprit. Je pense que les colibris, ils n'ont pas besoin du vent. Non, les colibris, non. Ça, ils peuvent se déplacer un peu comme ils veulent, quoi. Après, les colibris, ils ont aussi des conditions climatiques qui sont différentes parce que ça habite dans des endroits avec un gros couvert végétal. Du coup, le vent est assez réduit, je pense. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont peut-être pas soumis aux mêmes forces. Je voudrais voir la température aussi il fait, puisque plus l'air est chaud et moins on vole bien. Ouais, ça c'est clair. Faudrait voir en montagne pour les colibris parce qu'on sait que les colibris sont capables de se déplacer aussi dans les zones montagneuses. Faudrait voir si ça a une influence. Oui, mais les montagnes en Amérique du Sud notamment, c'est avec un gros couvert végétal quand même. Donc je pense que ça change pas grand chose. C'est pas nos montagnes d'Europe où on n'a rien. C'est un endroit. Donc faut juste prendre en compte, je pense, la végétation et les conditions générales. J'espère que, auditeurs, auditrices, vous avez déjà vu un faucon cresserelle de près en train de faire le vol du Saint-Esprit. Il y a des vidéos qui montrent que la tête ne bouge pas. C'est assez fantastique à voir. Ouais. Sophie, peut-être est-ce que tu peux nous en apprendre un petit peu plus sur ce secret? Sur ce secret, le but c'est justement de pouvoir voir la proie plus facilement, tout simplement. Donc si vous ne bougez pas la tête, vous pouvez observer plus facilement ce qui se passe au sol. Et c'est un peu comme pour une poule, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ou si nos auditeurs ont déjà vu une poule qui marche ou qu'on prend dans les mains et qu'on bouge un petit peu dans tous les endroits. Il y a aussi des vidéos comme ça qui tournent sur Internet à ce sujet-là, où on voit le corps de l'oiseau qui bouge, mais la tête ne bouge pas. Il y a une stabilisation qui se fait à ce niveau-là. Et donc en fait, c'est une stabilisation qui normalement se fait au niveau de l'oreille interne, il me semble, et de l'organe du coup de l'équilibre, et qui permet à l'oiseau de garder cette tête au même niveau, notamment pour le vol. Et ça sert beaucoup lors du vol en Saint-Esprit pour le faucon cresserelle, c'est sûr, mais ça permet une stabilisation de la tête de l'oiseau au moins pour qu'il arrive à se repérer plus facilement dans l'espace. Du moins, c'est la théorie actuelle. Okay. Oui, c'est ça, je pense que c'est une association entre ils sont capables de ce qu'ils perçoivent par l'oreille interne et par les yeux, quoi. Ouais. Mais en fait, j'avais vu quelque chose d'assez marrant parce qu'en fait, nous, on est capable de faire ça aussi, mais on n'est pas capable de le faire avec la tête. Seulement avec les yeux. J'aimerais bien voir ça, ça serait marrant. Non, mais si vous vous mettez devant une glace et vous êtes capable de fixer votre regard sur un point fixe en bougeant. Mais ce qui est impressionnant chez les oiseaux, effectivement, c'est que la tête, puis je pense aussi qu'ils ont les capacités, ils sont beaucoup plus souples que nous sur les vertèbres, et ils sont capables, comme les chouettes, parce que sur les vidéos, il y en a énormément des chouettes qui sont capables, effectivement, on bouge le corps et la tête reste. Mais on a vraiment l'impression qu'ils ont un gyroscope. C'est un peu ça. Je crois que la plus impressionnante que j'avais vue, c'était un martin pêcheur qui était perché sur un jonc qui était bougé par le vent.
Et là, vraiment, le corps se baladait sous sa tête. Et la tête reste fixe. J'ai vu la même vidéo. Incroyable. Impressionnant. Impressionnant. C'est génial ça. En tout cas, c'est super intéressant à observer. Et j'avais fait pas mal de fauconnerie aussi, et du coup, j'avais des rapaces. Et quand ils volaient par temps de grand vent, c'était toujours intéressant. Alors, c'était un peu dur pour eux souvent, mais c'était toujours intéressant de regarder comment ils arrivaient à gérer les coups de vent, justement. C'est toujours intéressant de noter les accidents de l'animal. Les accidents, alors j'essayais quand même de ne pas les envoyer dans des endroits où ils allaient se planter, parce que c'est un peu tout le boulot du fauconnier, normalement, de faire en sorte que tu proposes pas à l'oiseau des conditions qui sont trop difficiles. Absolument, il faut le rappeler d'ailleurs. Voilà, mais c'était intéressant, notamment pour les jeunes oiseaux, de les mettre dans des conditions qui leur permettaient de leur apprendre à gérer des coups de vent, à gérer des vents de face très violents, ou alors justement des vents par l'arrière qui arrivent et qui peuvent déstabiliser complètement ton vol. Et au bout d'un moment, tu apprends au fur et à mesure des leçons, en quelque sorte, à ton oiseau à gérer un peu tout ça. Et après, tu as un oiseau qui a pas mal d'expérience et qui est capable de gérer toutes les situations, comme le fait ses parents dans la nature pour lui apprendre. Et justement, c'est pas facile pour un avion comme pour un oiseau de gérer, comme on l'a dit, le vent arrière. C'est quelque chose d'extrêmement vite. L'avantage qu'ont les oiseaux, c'est qu'ils ont quand même une surface de leurs ailes est beaucoup plus mobile, donc ils sont capables de modifier. Je crois que d'ailleurs il y a des recherches en biomimétisme là-dessus pour arriver à faire des ailes souples qui permettraient un peu de s'adapter justement à la parce que tout l'intérêt, c'est de faire en sorte que les filets d'air qui glissent sur le dessus des ailes ne se décrochent pas, quoi. Donc, vous savez que le principe, c'est que la dépression qui est au-dessus de la surface de l'aile, en fait, au cas sur les avions comme sur les oiseaux, comme l'air va plus vite sur le dessus, il est moins dense, donc il y a moins de pression. Et en fait, les avions enfin, tout ce qui vole est quand même plus aspiré par le haut que finalement posé sur l'air, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on découvre quand on travaille un peu là-dessus. Donc c'est la différence de pression en fait entre le dessus et le dessous de l'aile qui fait qu'on arrive qui crée la portance en réalité. Ce qui fait que ce qui est marrant, c'est que effectivement le biomimétisme, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que les premiers essais d'avions, que ce soit comment dire, les premiers ingénieurs qui ont essayé de voler, ils sont heurtés à ce problème qui est qu'on ne peut pas, nous, mécaniquement, reproduire ce que font les oiseaux, c'est-à-dire en même temps la traction, c'est-à-dire avancer, et se sustenter en l'air. Donc, ce que font les ailes des oiseaux. Il ne faut pas que je m'en mette des pinceaux. Les avions, ça va être compliqué pour eux. Un avion pas des ailes, ça peut être intéressant. Pour avancer. Et donc, pour compenser, en fait, ce qu'on appelle la traînée, en fait, ce qui nous retient, on est obligé d'avoir à l'avant un moteur, tandis que les oiseaux, eux, ils peuvent non seulement assurer le fait de rester en l'air, mais aussi se diriger en modulant la surface de leurs ailes, et les plumes permettent ça aussi, quoi. Il y a d'autres choses qui ont été inspirées des oiseaux, c'est ce qu'on appelle vous savez, les parties qui sont relevées, maintenant qu'on voit sur tous les avions de ligne, à l'extrémité des ailes, qu'on appelle les winglets, et qui sont plus ou moins inspirées en fait des rémiges, enfin des longues rémiges primaires, je crois, c'est ça, qui sont à l'extrémité de certains oiseaux qui ont comme des doigts, en fait, et qui sont recourbés, et c'est des dispositifs qui permettent d'éviter une espèce de turbulence qui va se former à l'extrémité des ailes, et qui permet, donc, appliqué aux avions, ça a permis surtout d'économiser beaucoup d'énergie et d'éviter les turbulences de sillage aussi qui sont embêtantes pour ceux qui viennent derrière. Et surtout ce qu'on appelle la traînée induite. Alors voilà, la traînée induite, c'est ce contre quoi on doit lutter avec la puissance du moteur, quoi.
Donc tout ça, il y a autant, je pense que les premiers aliens sont un peu acharnés à essayer de reproduire le vol battu qui était impossible à reproduire, hein, pour nous. Autant maintenant sur certains détails, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées des oiseaux, notamment aussi la petite qu'a le faucon cresserelle, qui sont les petits becs, je crois que ça s'appelle les aloulas, c'est ça? C'est-à-dire les petites plumes qui sont vraiment à la pliure de l'aile à l'avant. Ouais, l'allule, ouais, c'est ça. Allule, c'est ça. Ouais, c'est 2-3 plumes seulement, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça, mais ça permet comme ça, on a développé à partir de cette observation aussi des parties à l'avant des ailes qui permettent des becs en fait qui permettent d'augmenter la surface de l'aile et qui donc augmentent l'importance parce que plus on a de surface des ailes et plus on a de portance et qui doivent aussi leur permettre de stabiliser un peu le vol. Ouais, c'est voilà. intéressant ça. C'est étonnant. C'est super intéressant. Mais chez les oiseaux. Alors, on regarde on regarde beaucoup les goélands parce qu'on en a beaucoup en ville, hein, évidemment. On a le coffet traditionnel. On a aussi le goéland d'Audouin qui vient nicher. Je crois que c'est le seul endroit en Cap Corse où il niche en France. Ok. Mais bon, il est en concurrence avec le plus gros. Et on a aussi beaucoup en ville des martinets. Ah oui. Là, c'est vraiment un autre type de vol, hein, qui sont des acrobates incroyables. Et on a des nuées des martinets noirs et des martinets pâles, je crois. Ouais. Et ça fait des nuées. Enfin, il y en a de moins en moins. On l'observe d'ailleurs tous les ans. C'est triste. Et là, c'est incroyable. Là, c'est vraiment l'alliance. C'est des avions de voltige. L'alliance de la vitesse et de l'aisance en vol, c'est incroyable, quoi. Ils s'enfilent sous les tuiles souvent ils nichent sous les. Il y a quelques tuiles ici. C'est pas vraiment. Il y en a pas énormément sur Bastia parce qu'il y a souvent des toits plats en pierre. Mais quand il y a quelques tuiles romaines, en fait, ils arrivent à se passer à une vitesse incroyable. Bref. Donc on regarde ça en se disant, mais c'est incroyable que ce petit cerveau arrive à gérer tous ces paramètres, hein, que nous, on est obligé de gérer avec une dizaine d'instruments et encore puissance, incidence, vitesse. Voilà. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces informations concernant le vol des oiseaux. On va passer au second sujet. Sophie, tu restes chez les rapaces, mais on part au Japon. Ouais, on part un petit peu plus loin. On va se faire un petit tour du monde aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie de vous parler d'un rapace aussi. Alors, on n'est pas sur un faucon, on est plus sur une buse aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est pas une insulte, ne vous en faites pas, c'est bien l'oiseau. Et on est parti sur un oiseau que j'aime bien, qui est la buse du Japon, donc Buteo japonicus de son petit nom scientifique. Et cette buse du Japon a une petite particularité, on la divise généralement en 4 sous-espèces, parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir que le Japon, c'est un archipel, donc il y a des îles un petit peu partout, et cette buse, elle est non seulement sur l'archipel du Japon, mais elle est aussi sur le continent, vu qu'il y a une de ces sous-espèces qui est notamment en Sibérie, en Mongolie, dans le nord de la Chine, enfin bref, à ces endroits-là. Et vous avez donc, ça c'est Burmanicus, vous avez ensuite la sous-espèce Japonicus qui se reproduit au Japon et qui va hiverner au sud de l'archipel japonais, et notamment à Taïwan. Vous avez la sous-espèce Oshiroi qui va nicher sur une partie des îles du Japon, notamment les îles Daito. Et vous avez la sous-espèce Toyoshimai qui se reproduit sur des îles très particulières qui sont les îles Ogasawara, qui sont au sud du Japon. Et c'est de celles-là qu'on va parler aujourd'hui. Okay. Alors, c'est un peu technique. Si vous ne connaissez pas bien la géographie du Japon, c'est pas bien grave.
Ce que vous devez savoir sur les îles Ogasawara, c'est qu'en fait, elles sont assez séparées de l'archipel japonais, elles sont plutôt assez loin. Donc, c'est une sous-espèce qui est finalement bien séparée des autres à cause de ça. Et c'est une sous-espèce qui a été étudiée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on a étudié la diversité génétique de cette partie de Buteo japonicus pour voir un petit peu à quel point c'était différent du reste des sous-espèces et si effectivement c'était une sous-espèce ou une espèce à part entière. On en avait parlé dans un épisode sur la classification phylogénétique, si vous vous en souvenez, allez le voir, je ne sais plus quel numéro c'était. Mais ça 89. Voilà, le 89. Merci. De rien. Donc, ne crois pas que je retiens tous les numéros d'épisodes, mais celui-là, je l'ai retenu. Non, mais il ne faut pas le dire, ça, faut pas le dire. N'hésite pas. Et du coup, cette petite sous-espèce, donc, elle a un petit problème parce que sa diversité génétique n'est pas terrible, parce qu'en fait, c'est une sous-espèce qui habite seulement sur quelques îles. Et vous pouvez imaginer qu'il y a pas mal de consanguinité, qu'il n'y a pas beaucoup d'individus et qu'au final, on va toujours tourner un petit peu en rond à se reproduire avec ses cousins, malheureusement. Donc, on a quelques petits problèmes déjà de conservation pour cet animal-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'individus et une diversité génétique assez faible. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse pas mal à cette sous-espèce de Buteo japonicus parce que, voilà, d'un point de vue scientifique, c'est intéressant de voir comment est-ce que ça évolue et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça devient, etc. Et donc récemment, il y a eu une petite étude qui est sortie, ça date, alors attendez que je regarde exactement, bon ça date de 2023, donc c'est quand même pas si récent que ça, mais c'était intéressant parce que c'est une étude qui s'est faite sur quelques années, c'est une étude sur le comportement de cette buse et notamment sur son alimentation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez des îles ? Quand vous avez des îles, on en a déjà parlé précédemment, vous avez parfois des problèmes d'introduction d'animaux qui ne sont pas de ces îles à la base et qui ont été introduits parce que l'homme a voyagé et qu'il a rapporté avec lui des choses qui n'étaient pas censées être sur place. Voilà, notamment des rats, des souris, enfin ce genre de trucs. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des aussi humains, c'était pas censé être sur place non plus. C'est des gros trucs à deux pattes. Il y a du gros mammifère qui arrive aussi. Des chats, ça arrive pas mal, c'est une espèce invasive aussi, hein, on ne le dira jamais assez. Et il y a plein d'espèces comme ça qui se sont introduites sur ces îles Ogasawara, qui n'étaient pas là au début, et qui malheureusement ont commencé à coloniser l'endroit et à s'attaquer un petit peu aux espèces locales. Alors si vous savez un petit peu comment ça se passe et si vous avez étudié nos précédents épisodes notamment, vous avez pu entendre que les rats, notamment, s'attaquent aux œufs d'oiseaux marins et aux colonies d'oiseaux marins en règle générale, ce qui fait Je ne sais plus quel épisode c'est, excuse-moi. Tu n'as pas Je suis déçue, je suis très déçue. Oh, tu peux. Je ne suis que déception. Bref. Non, désolé. Mais en gros, pour vous la faire simple, les rats, c'est le fléau des colonies d'oiseaux marins parce que ça arrive sur ces rochers qui sont normalement un petit peu isolés du continent, sur lesquels les oiseaux marins se reproduisent spécifiquement pour éviter les rats et ce problème-là. Hein. Parce que du coup, les rats viennent s'attaquer aux poussins qui sont laissés tout seuls, sans défense, dans le nid, pendant que les parents partent en mer aller chercher du poisson ou quoi que ce soit dont ils se nourrissent, pour le ramener ensuite au poussin, qui lui, malheureusement, est sans défense face aux prédateurs qui pourraient venir s'inviter sur l'île. Et malheureusement, les rats, pour eux, c'est une occasion en or, parce qu'ils viennent s'attaquer aux poussins qui ne se défendent pas, généralement, et qui se laissent manger. On a des vidéos comme ça d'albatros qui se font dévorer vivants par des souris, c'est assez horrible. Donc je ne vous montre pas. Et heureusement, c'est un podcast. Remerciez-moi. Contrairement à ce qu'on dit habituellement, ce ne sera pas présent dans la description de l'épisode. C'est un film d'horreur, littéralement. Donc, voilà. Mais en gros, ça existe, il faut le savoir, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les espèces invasives sont un problème très très important sur ces îles-là. Sauf que, dans le cas de l'espèce de la buse du Japon et de la sous-espèce de ces îles-là, en fait, l'introduction des rats, ça a fait tout le contraire. Alors pourquoi ? Parce qu'une buse, c'est pas comme un oiseau marin. Une buse, ça va manger notamment des rongeurs et des rats. Donc en fait, l'introduction de ces rats sur ces petites îles, ça l'a aidé à proliférer sur ces îles et à justement augmenter en taille de population. Et ce qui est très amusant, c'est quand on regarde, et ce qui a été publié dans l'étude, le régime alimentaire actuel de cette buse du Japon, on se rend compte qu'en fait, son régime alimentaire est basé quasi exclusivement sur des espèces invasives dans ces îles-là. C'est fou.
C'est incroyable, il a complètement changé d'alimentation comparé à ce qu'il y avait avant. Maintenant, il se nourrit de rats. 50% de son régime alimentaire, c'est du rat. Et derrière, en deuxième position, vous avez une espèce de lézard qui a été introduite aussi sur l'île, d'ailleurs, qui n'était pas là au départ. Ça constitue un peu plus de 30% de son régime alimentaire. Et les derniers pourcents, c'est des espèces qui étaient là de base, à part peut-être une espèce d'amphibien qui a aussi été introduite sur l'île en même temps, qui a à peu près 9% de son régime alimentaire. Donc en gros, c'est un oiseau qui se nourrit uniquement, quasiment, exclusivement en tout cas, de toute la faune qui a été introduite. Incroyable. Donc on peut d'ailleurs lui dire merci à ce niveau-là, vu que c'est un petit peu le dératiseur du coin. et cette brave buse, donc ce qui a été intéressant dans l'étude, et la question qu'ils se sont posées au final, c'est comment est-ce qu'il a fait pour s'adapter aussi rapidement à ce changement de régime alimentaire? Parce que finalement, c'est l'introduction de l'homme. C'est quand même assez récent pour une espèce comme ça. Donc, est-ce qu'un oiseau c'est capable de s'adapter très rapidement? Eh bien, il semblerait que oui, vu que maintenant, c'est quasiment 90% de son régime alimentaire, c'est uniquement des choses qui ont été importées. Donc ça, ça a été quand même assez intéressant. Donc tout ça pour dire que finalement, ce qui fait le malheur des uns, les rats, en l'occurrence pour les oiseaux marins, ça peut peut-être faire le bonheur des autres. Et ça a aidé cette sous-espèce de buse du Japon, finalement, à proliférer et à être plutôt en bon état, comparé à ce que ça aurait pu être avec ce manque de diversité génétique au départ. Incroyable. Voilà, c'est une bonne En combien de temps, justement, s'est passée cette réintroduction Quand est-ce qu'elle a commencé, cette réintroduction cette introduction, d'espèces invasives? Alors, on ne sait pas exactement, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont baladés sur l'archipel nippon. Donc, on n'est pas exactement certain, mais bon, ça fait quelques centaines d'années quand même. On ne sait pas quand exactement. Mais bon, une espèce, normalement... En tout cas, c'était la croyance précédente que les espèces mettaient beaucoup de temps à évoluer, et notamment dans leurs habitudes, et que c'était toujours assez difficile de voir l'évolution, parce que finalement, comme ça mettait des millions d'années, on ne pouvait pas la voir. Et finalement, depuis ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant qu'on commence à se rendre compte que l'évolution, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Et notamment tout ce qui concerne les comportements, c'est des choses qui peuvent changer assez rapidement, et c'est quelque chose qui finalement peut donner un peu d'espoir quand on regarde le changement climatique actuel, en se disant que si ça se trouve, certaines espèces vont arriver à s'adapter plus rapidement que prévu, et ça, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Incroyable. Voilà. Positif pour une fois. J'aime bien rajouter un peu de positif de temps en temps. La dernière fois, je crois qu'on a été plutôt négatif. Donc, ça change une fois sur deux. On essaye. On essaie, effectivement. Du coup, est-ce qu'il y a un régulateur de la population, justement, de ces espèces exotiques envahissantes, notre bonne vieille buse du Japon? C'est un peu un régulateur, oui, mais je ne crois pas que sinon il y ait d'autres moyens mis en place actuellement pour réguler ce genre de population. C'est pas comme en Nouvelle-Zélande où on essaie de réguler activement les populations invasives. Là, il me semble pas que ce soit le cas. Donc, il n'y a que la buse pour l'instant pour stopper ces invasions-là, qui d'ailleurs ne seront pas stoppées tout de suite, vu que ça fait un moment que ces espèces sont là. Donc, je pense que ça s'arrêtera pas tout de suite. Waouh, incroyable. Cécile, peut-être que tu veux poser une question? Non, je pensais à les phénomènes insulaires, c'est toujours extraordinaire parce que c'est comme des caisses de résonance sur Nalca. Moi, évidemment, je suis en Corse. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on voit ces phénomènes. Alors, la question serait, est-ce que justement le phénomène, est-ce que ce serait plus rapide ou plus visible parce que ce sont des îles? Je ne sais pas. Enfin, c'est peut-être pas une bonne question, mais en tout cas, peut-être qu'on les voit moins ailleurs, ces phénomènes qui sont plus nombreux qu'on ne le pense. Espérons. Oui, après, l'avantage des îles, c'est effectivement qu'on peut étudier facilement un phénomène sans avoir trop d'influence extérieure. Donc ça, au niveau scientifique, c'est intéressant pour avoir un modèle qui se tient. Mais je ne sais pas en fait parce qu'en fait, dans une île, on peut avoir introduction d'espèces invasives, mais je ne sais pas si du coup sur le continent, sachant que les espèces sont déjà là, il n'y a pas exactement d'introduction
Ou alors il y a une migration peut-être d'espèces qui va se faire. Ouais, je pense que c'est moins, ça se verra peut-être moins du coup. Tranché, mais pas les conditions pour. Oui, je pense qu'après, c'est les zones de répartition qui s'étendent sur certaines espèces. Mais peut-être que c'est plus progressif du coup. Je sais pas à quel point ça va être, ça va avoir un effet. Ou alors. Oui, parce que je pense que. Après, parce que, peu que je sais sur les envahissantes, c'est que effectivement souvent elles sont là depuis très longtemps et qu'il y a un moment où elles commencent à. Souvent le moment où on voit qu'elles commencent à proliférer. C'est trop tard. Mais bon, après, c'est des animaux surtout. Les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est surtout sur des animaux comme sur des insectes où les générations sont très rapides. Donc, ce qui n'est pas le cas des oiseaux. Oui, je pense que après, il y a les problématiques liées aux îles. Nous, on a encore beaucoup de programmes de préservation de certaines espèces. Alors, nous, on n'a pas le problème du rat, il est déjà là. Oui. Ni du chat. Et nous, c'est surtout les touristes, en fait. Disons que pas tous. Arrêter, hein. C'est pour les touristes. C'est surtout la surfréquentation certains sites. Donc, il y a notamment sur à Scande, qui est la réserve à l'ouest de la Corse, et où il y a des travaux notamment autour du balbuzard pêcheur. Ah, quel oiseau, incroyable. Ouais, c'est super. Et le gypaète aussi, où il y a encore, je crois, maintenu quelques couples. Mais le problème, c'est que c'est des oiseaux qui ont un territoire qui ont besoin d'un espace énorme, vu leur taille, et surtout d'alimentation, d'une alimentation qui était liée au pastoralisme, qui tend à disparaître, parce que je crois qu'ils mangent que des os, les gypaètes barbus. Ouais, comme extraordinaire. Et donc, voilà, oui, donc c'est surtout les questions, nous, ici, c'est surtout les questions de fréquentation touristique qui dérangent les nicheurs parce que le balbuzard, notamment, il niche vraiment en bord de mer, quoi, sur les côtés rocheux du côté de l'ouest de la Corse, qui a souvent on les voyait souvent, d'ailleurs, à une époque, j'habitais à Calvi, on voyait chasser là, dans le golfe de Calvi, c'est extraordinaire. Ah ouais. Incroyable. Moi, j'avais l'occasion, parce que j'avais une réserve où justement on avait du balbuzard pêcheur qui venait chaque année. C'était un couple. Alors je sais plus si c'était nicheur, mais je crois qu'il était nicheur et c'était un bonheur de les voir. C'était un grand lac. On était sur comment dire un lieu assez différent d'un lieu côtier, mais non, c'était fantastique. Non, je sais pas. Est-ce qu'ils plongent ou ils chopent les poissons? Parce moi, je les voyais plongent, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il plonge. Il plonge complètement. Ouais, le balbuzard pêcheur plonge complètement sous l'eau et des fois on le voit ressortir en battant des ailes comme s'il nageait un petit peu. Ça fait assez. Ouais, c'est toutes ces espèces qui sont adaptées aux deux milieux là. Je trouve ça c'est incroyable. Alors les yeux du balbuzard pêcheur, c'est une couleur, c'est incroyable. Je préfère le gypaète. Je trouve qu'il a encore plus beaux yeux. On dirait un acteur de théâtre no japonais, justement. C'est vrai. Le gypaète, il a un regard incroyable avec ce cerveau, cette petite barbiche. Non, les gens pensent pas que c'est un vautour. D'ailleurs, la première fois qu'ils le voient, ils pensent que c'est un aigle ou quelque chose comme ça. Ouais, parce qu'il n'a pas le cou habituel. Le cou nu, il n'a pas effectivement cette morphologie caractéristique des vautours. Donc oui, il y a des ornithologues qui travaillent beaucoup à essayer de préserver ces espèces qui sont emblématiques de la Corse, mais qui ont vraiment. Le balbuzard, je crois que c'est compliqué. Par contre, les milans royaux, on les exporte parce qu'on en a. Ah mais ça migre. Non, mais je crois qu'il y a des travaux du Conservatoire des espèces naturelles ici. Depuis très longtemps, ils ont un programme de réintroduction du milan royal en Toscane. Donc, ils prélèvent des jeunes, des adolescents au nid et ils les transportent par avion pour les réintroduire parce qu'ils ont été décimés en Toscane. Alors, je ne sais pas, oui, c'est un oiseau territorial, non, c'est un migrateur. Je pensais que c'était plutôt un
Bien que le Milan Royal, ça se regroupe en tous les cas, au moins pour la nidification, il me semble, non? Je sais pas trop. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe. Je sais pas. Mais bon, effectivement, par contre, effectivement, le programme. Et alors, c'est rigolo parce que justement, on emmenait les avions. En avion, on emmenait les oiseaux. Oh, Oui. incroyable. Les jeunes, pour les faire traverser la mer Tyrrhénienne. Tyrénéenne. Ouais, Tyrénienne. Pour aller jusqu'en Toscane. Et le programme qui dure depuis, c'est un plan national d'action, je crois, il dure depuis des années, il a vraiment bien réussi, quoi. Incroyable. Mais c'est top, ça, ouais. Ouais. On découvre même la faune corse. Bah oui, Incroyable. oui, c'est un petit peu éclectique, hein, mes centres d'intérêt. Mais c'est pas grave. Le fait Oh, que... c'est intéressant. Je ne parlerai pas des miens. Mais si. Non, par contre, je peux vous parler de mon sujet si vous voulez. Pour cette dernière partie d'émission. On va rester chez les rapaces. Et je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faisiez le 24 décembre dernier ? Je visitais un musée. Ah, incroyable. Dans la journée Ouais. ou le soir? La journée, visiblement. 24 décembre, dans la journée, qu'est-ce que j'ai fait? À manger. À manger. Ouais, Eh bien, sachez que le 24 décembre 2024, après 250 ans, c'est officiel, le pigargue à tête blanche est devenu l'emblème national des États-Unis. 150 ans. Eh oui, c'était pas officiel. C'est Joe Biden, ancien président au moment où on enregistrera cette émission, qui a signé une loi qui a été transmise par la suite au Congrès, qui permet de modifier le code américain pour y intégrer l'oiseau. La modification se fait dans le chapitre 3, le titre 36. Le chapitre 3 avait la possibilité de se terminer par « et l'arbre », puisque le titre complet du chapitre 3 c'est National Anthem, Motto, Floral Emblem, March and Tree. Mais là, ils ont rajouté And Bird, évidemment, puisque on rajoute le pigargue à tête blanche. Alors, pourquoi le pigargue à tête blanche, enfin, après 250 ans ? Parce que c'est un symbole historique, parce qu'il est nord-américain, parce qu'il est présent sur le blason des États-Unis depuis le 20 juin 1782, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'il est figure de proue de milliers de départements gouvernementaux, incluant celui du président, parce qu'il sert de logo à des associations, des équipes sportives, parce qu'il est partie intégrante de la mythologie des peuples indigènes, parce qu'il est présent dans les traditions, dans les danses, dans les arts, dans les chants, parce qu'il apparaît sur les pièces, les billets et les tampons. Et pourtant, ça ne fait que depuis l'année dernière que le pigargue à tête blanche est devenu emblème national des États-Unis. C'est fou, hein ? Ouais, mais je pensais que ça l'était déjà, moi. Non, ça l'était pas. Alors, comment on en est arrivé à ce pigargue à tête blanche ? On va revenir un petit peu sur son histoire. On est au 4 juillet 1776, déclaration d'indépendance des États-Unis qui est signée évidemment, et il est résolu que les signataires, Franklin, Adams et Jefferson notamment, forment un comité pour proposer un sceau des États-Unis. Voilà. Donc ils se réunissent et dès qu'un sceau américain sera réalisé, la déclaration sera signée par tous les membres et puis tout rentrera dans l'ordre. Sauf que non, pas du tout, parce que on a essayé d'avoir plusieurs sceaux. Un premier qui a été proposé en 1776, qui ne ressemble absolument pas au sceau de départ. Puisque chacun des protagonistes avait une vision plus ou moins différente du sceau. L'un était parti sur Moïse qui divise la mer Rouge, l'autre était parti sur l'obéissance à Dieu, un autre était parti sur les enfants d'Israël. Bref, on était parti sur totalement des choses différentes. Et finalement, la première proposition qui va être conservée, c'est reprendre en fait un peu les éléments de chacun,
Et puis voilà, de réaliser donc ce premier sceau qui est soumis au Congrès le 20 août 1776. Ah oui. Se passe un petit peu de temps, et puis en 1780, les gens se disent « Non mais ça va pas, il faut qu'on change notre sceau, il est pas bien !» Il est nul. Donc, un nouveau comité est formé par le Congrès pour concevoir ce sceau. Il est composé de James Lovell, John Maureen Scott et William Churchill Houston. Et il est également composé de Francis Hopkinson, qui est tout simplement, en plus d'être l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance, celui qui a dessiné le premier drapeau des États-Unis, qui est donc ce fameux drapeau avec les 13 bandes qui représentent alors les 13 États. Donc, la proposition est faite, on réalise à nouveau justement un sceau, ça ne convient toujours pas. Alors, on fait un troisième comité, et on confie cette fois-ci la charge à Charles Thomson, qui est secrétaire du Congrès continental, et c'est lui qui va avoir d'une certaine manière de conserver le sceau originel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le troisième sceau, c'est le sceau qui est utilisé aujourd'hui partout, quelque peu modifié, mais partout. Alors c'est pas lui qui a imaginé l'oiseau sur justement le sceau. Il s'agit de Charles Thomson. Charles Thomson, c'est lui qui a l'idée justement de réaliser ce sceau avec l'aigle qui est apparent. Et même si la proposition n'est pas vraiment très appréciable, il envoie justement au Congrès le 13 juin 1782 son œuvre. Charles Thomson la modifie et en l'espace de 7 jours, emballé, c'est pesé, on décide d'accepter ce sceau. Voilà. Donc, un sceau qui est accepté mais se pose une question qui a souvent été, on va dire, fondamentale. Est-ce que Benjamin Franklin n'était pas contre ce pigargue à tête blanche? Parce que oui, il y a un mythe, une légende qui raconte le fait que Benjamin Franklin était un farouche opposant au fait que le pigargue à tête blanche soit le symbole des États-Unis. Et il n'aimait pas le pigargue. Et il n'aimait pas le pigargue. Lui préférait la dinde. Alors, ouais, il trouvait bonne idée. Très honnêtement, je pencherais plus pour l'aigle quand même, non? Parce que bon, la dinde comme emblème, tu sais, wow. Quelque part, nous, on a le coq, hein, donc c'est... Oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être pas trop se moquer, certes. Donc, en janvier 1784, Franklin écrit à sa fille, qui s'appelle Sarah Batch, une lettre qui commence par « Pour ma part, je souhaiterais que le... » Enfin, qui commence, en tout cas la citation commence par « Pour ma part, je souhaiterais que le pigargue à tête blanche n'ait pas été choisi comme représentant de notre pays. » Et il explique que l'oiseau est effectivement un oiseau qui a été, qui peut être perçu comme un peu vil dans certains de ses comportements, qui est pas forcément honnête dans ce qu'il fait. Et à partir de là va naître justement un mythe disant que Benjamin Franklin donc était un peu contre cet oiseau. En réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, il s'agit d'une plaisanterie qui aurait été... J'en étais sûre. Ouais. Il est extrêmement facétieux, Benjamin Franklin, pour un scientifique. Ça choque toujours. Il a écrit des livres très très drôles, dont un qui faut être un peu facétieux pour se placer sous un orage et tenir un paratonnerre. Ça, un cerf-volant, c'est... c'est pas le terme que j'ai employé. Pourquoi faut-il mieux épouser une femme âgée? Il a fait des trucs incroyables, c'est un personnage très intéressant. Et justement, la dinde apparemment était un des oiseaux qu'il aimait beaucoup justement dans... Il aimait beaucoup cet oiseau, il avait pratiqué d'ailleurs quelques expériences sur l'animal. Mais non, comme j'ai dit, il s'agit en réalité plutôt d'une plaisanterie qui est à l'égard de la société de Cincinnati. Pourquoi? Parce qu'il trouvait que l'emblème de la société ressemblait davantage à une dinde qu'à un pigargue à tête blanche. Cela dit, et ça c'est intéressant, il trouvait justement que la société de Cincinnati était un peu, était héréditaire, que la société avait été fondée par des pères de la Révolution américaine, George Washington bien sûr, Alexander Hamilton par exemple, et il trouvait justement que
c'était pas forcément très correct, et c'est pour ça qu'il a notamment utilisé l'expression d'oiseau roi pour qualifier le pigargue à tête blanche de paresseux, parce que pour lui justement il qualifiait ces gens-là de paresseux. Il personnifiait d'une certaine manière la société de Cincinnati et non pas justement le choix qui avait été réalisé du Congrès en 1782. Alors pourquoi justement on a ce mythe ? Parce que ce mythe, bien évidemment, il s'est propagé comme une traînée de poudre, eh bien il vient tout simplement de l'artiste Anatole Kowarski, qui a réalisé en 1962 une couverture pour le New Yorker, où il remplaçait justement le pigargue à tête blanche par une dinde. Voilà, on vous invite à aller voir sur internet à quoi ça peut ressembler. Et puis, autre formidable information que j'ai trouvée assez tardivement dans mes recherches, sachez que le 2 juillet 1999, le président Bill Clinton a réalisé devant la Maison Blanche ce qu'on appelle le Bald Eagle Event, qui grosso modo avait pour objectif de lancer un très grand plan de conservation de l'oiseau à hauteur de 1 milliard de dollars pour faire en sorte justement que le pigargue à tête blanche, qui fut un temps oiseau menacé, très menacé, et même au bord de l'extinction, il faut le dire, et bien justement puisse retrouver des couleurs. Et donc c'est un plan révélé ce 2 juillet 1999 devant la Maison Blanche, évidemment avec un pigargue à tête blanche pas très très loin, qui n'était pas spécialement content de voir Bill Clinton. Je vous invite à aller voir la vidéo parce qu'il lui met quand même quelques coups de bec à certains moments. Oh mon Dieu. Mais je tenais à terminer là-dessus parce que, on l'a dit, c'est un bouleversement qui va avoir lieu entre l'administration Biden et l'administration Trump. Une administration Trump qui va sabrer sans aucun doute le budget lié justement à la conservation. On en parlait un petit peu en off, Sophie, mais voilà, il semblerait que ce soit plus que des dires. Et lorsqu'on discute avec des ornithologues américains ou des spécialistes de la conservation, c'est effectivement ce qui va se passer. Mais voilà, tout ça pour dire que il faut pas oublier aussi l'héritage d'une certaine manière de la conservation, parce que si l'animal emblème des États-Unis est le pigargue à tête blanche, c'est aussi parce que celui-ci a été sauvé du bord de l'extinction, parce qu'on a mis en place des programmes de conservation, parce qu'on a renforcé ces programmes de conservation. Et aujourd'hui, je crois que le pigargue, aux États-Unis du moins, n'est plus classé en danger. Je sais plus depuis combien de temps, peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus. Mais il me semblait important de terminer sur cette note pour vous parler donc du pigargue à tête blanche, et donc du fait que, oui, mesdames et messieurs, désormais, il est symbole des États-Unis de manière officielle. Et ben, du coup, félicitations. Surprise party, wouh! Et on sait bien, donc pourquoi est-ce qu'il a été choisi à l'origine? Alors, on voulait un aigle américain. Au départ, visiblement, on était parti sur un rapace, et c'est donc justement Charles Thomson qui définit justement le fait qu'il s'agisse d'un rapace américain. Mais il y a une personne qui avait dessiné l'aigle avant ça, qui s'appelle Barton, qui utilisait justement l'aigle en figure centrale, sans préciser s'il s'agissait d'un aigle américain ou pas. Certains sites parlent de White Eagle, le problème étant que White Eagle ne fait pas vraiment référence à un oiseau qui existe, mis à part éventuellement le pigargue à queue blanche. Alors, est-ce que le pigargue à queue blanche avait été imaginé au départ comme oiseau, puis a été remplacé par le pigargue à tête blanche? J'ai pas assez d'informations pour en être catégorique. Ouais, peut-être. C'est une espèce qui est uniquement aux États-Unis ou en Amérique du Nord? États-Unis, Canada, et on la trouve aussi dans l'extrême nord du Mexique. Voilà. D'accord. Et pour la petite anecdote, j'ai regardé le clip de la musique Ecuador, que vous connaissez peut-être. Ça fait Ecuador en refrain. Il y a un pigargue à tête blanche. Et bien sachez que ce pigargue n'est pas présent en Équateur. Ils ont vraiment choisi le seul oiseau qui n'est pas du tout présent à l'état sauvage dans le pays, et je trouve ça absolument formidable. Voilà. La France. Mais c'est marrant, je me faisais la réflexion tout à l'heure.
Il n'y a personne qui prend comme emblème national un moineau, tu sais, un petit truc basique qui sert à rien. Toujours, tout le monde est parti sur des aigles, sur des grues, des trucs majestueux. Oh non, après il y a les emblèmes. Alors, Il y a les c'est la Suède, je crois, qui a comme emblème national le 5, si j'ai pas de bêtises. Ou la Finlande, je sais plus. Donc, peut-être. Ouais, il y a des pays comme ça qui ont le 5, il a quand même une petite... voilà, renommée quand même. Après, on a choisi le coq, hein, c'est pas... Oui, moi après, je ne parlerai pas des choix de la France. C'est un autre problème. Je ne veux pas causer d'incidents diplomatiques. Hein, exactement. La réputation des animaux, elle change avec le temps et les périodes. Je crois que le choix du coq, à l'origine, c'était vraiment valeureux, quoi. Oui. Alors, je sais plus d'où il vient, d'ailleurs, pour chez nous. Je m'en souviens plus du tout. Je sais pas, c'est pas un emblème gaulois, hein, donc ça doit être plus tardif, je sais pas. Enfin, je crois pas. Oui, c'est parce qu'il défend la maison, en fait, le coq, c'est tout. Ouais, peut-être, ouais. Bah, après, c'est le cas. Hein. Ils sont fiers et magnifiques aussi, hein. Les coqs, c'est beau. Ah oui, ça c'est vrai. Et là, par exemple, en Afrique du Sud, ils ont la grue bleue, qui est quand même absolument sublime. Ah, elle est magnifique. Pour moi, c'est ma grue préférée. Je trouve que c'est la plus jolie. Elle a une certaine classe, c'est vrai. Mais elle s'appelle pas grue bleue en français, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a un autre nom un peu plus... Tant pour moi, c'est un gros anglicisme. Un peu plus joli. Non, mais pas de souci. Hein, non, c'est pas la grue de paradis, je ne sais plus. Non, si, je crois que c'est grue de paradis. Ah, je sais plus en français. Mais en tout cas, en anglais, c'est blue crane. Ça, c'est sûr. Évidemment, quand je tape... Ouais, si, c'est la grue de paradis, c'est ça. La grue de paradis. Grue de paradis, ouais. Grus paradisea. C'est ça. Absolument. Joli Donc nom. voilà un petit peu pour cette incroyable aventure du Pigargue à tête blanche. Super histoire. Et c'est sur cette histoire que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Cécile Breton d'avoir été présent dans cet épisode très spécial du Courrier de la Sterne. Est-ce qu'on peut rappeler où on peut justement retrouver le magazine Espèce, la revue même? Oui, on l'appelle revue, oui. Eh bien, il est en kiosque, hein, et sur notre site espèce.org, si vous voulez l'acheter par correspondance, vous abonnez. Sinon, il y a aussi un petit outil, si vous voulez l'acheter en kiosque, hein, où vous pouvez situer les kiosques qui l'ont près de chez vous. Voilà. Parce qu'il faut faire aussi travailler les marchands de journaux qui tendent à disparaître comme certaines espèces. Absolument, Une espèce en voie de disparition. Malheureusement. Merci beaucoup en tout cas Cécile d'être venue dans cette émission. Merci beaucoup Sophie d'y avoir été présente dans cette 100e. Où est-ce qu'on te retrouve Sophie? Les mêmes réseaux sociaux que d'habitude, Twitter, Instagram, @lepneu, et puis sur YouTube, lorsque je fais des vidéos sur la chaîne Entracte Science, voilà. Et vous retrouverez bien évidemment cet épisode du Courrier de la Sterne sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Vous retrouvez aussi la version sous-titrée sur YouTube. Et avant de terminer cet épisode, j'aimerais le dédier à une personne qui m'a quitté il y a une journée de cela au moment où j'enregistre. Je sais que sa famille écoutait justement le Courrier de la Sterne. C'est une personne qui va énormément me manquer et je souhaitais lui dédier ce 100e épisode. Je sais qu'elle aurait été très contente de l'écouter elle aussi. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous et salut à toutes. Merci beaucoup. À plus.